Ok. Ah voilà, on vous voit. Et votre micro. Ah, Bernard, bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Eh ben, moi aussi, moi aussi. Bon, comment vous allez, hein? À ma foi, très très bien, merci. Bon ben, avec le confinement, bon ben c'est un peu stressant, quoi, mais bon, il faut Vous s'adapter. habitez, si je me souviens bien, Bernard, vous habitez à Nuit-Saint-Georges, hein? Oui, tout à fait, tout Ouais. à fait. Vous n'êtes pas très loin des vignes. Non, 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 je vais me promener tous les jours. D'accord. Ah, ça, c'est important. Garder le contact de la nature, Ouais, c'est important. Bah ouais. de si belle nature. Ouais, et c'est vrai que l'homme a quelquefois un petit peu tendance à la malmener, mais sans elle, on n'est pas grand-chose. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il faut tout le temps l'observer, ça c'est important. Observer, comme ça on voit ce qu'il faut faire. Il faut être à l'écoute de la nature, toujours à l'écoute. Ouais, c'est important. Bah, je pense que vous avez passé une grande partie de votre vie, Bernard, à l'écoute, hein. Oh, bah oui, oui. Oh, bah oui. Depuis toute ma jeunesse, oui, tout à fait. Ma jeunesse, ouais. Alors j'ai encore pas mal de personnes qui arrivent, donc on va les accueillir tranquillement. Et je vous propose, on va attendre encore quelques petites minutes avant de commencer. Bon, moi j'ai pris un verre de vin, hein. Eh ben, moi j'en ai un aussi. Alors J'ai pris qu'est-ce que vous avez pris, hein? un Rhône Romanée 96. Du domaine? Donc, mon petit vin, Ah, mon plaisir. plaisir. Voilà. Bon ben moi je suis pas loin, je suis à Chambol-Musigny. Ah, bah, d'accord, oui, en effet. Et D'accord. c'est quel millésime, Bernard? 96. Ah ouais, 96, c'est un C'était millésime. un très beau millésime. On a eu le vent du nord qui a séché, qui a, qui a concentré. Donc ça donnait un millésime de longue garde, très longue garde. C'était un millésime où il y avait, si je me souviens bien, où il y avait beaucoup d'acidité dans les vins quand ils étaient jeunes, hein. Exactement. Acidité, tanin, donc qui apporte la matière, la structure. C'était des vins qui étaient un peu austères dans leur jeunesse même, hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et il se présente comment alors, ce 96 là? Eh bien, ça fait un moment qu'il est ouvert. Ouais. Bon, ben, il y a toujours des notes, j'aime bien les notes épicées, florales. Donc, c'est ce qui apporte la rafle, quoi, Ouais. en vendange entière, quoi. J'ai toujours été un adepte de la vendange entière, hein, mais voilà. Bah, c'est vrai que je pense que vous avez été un des premiers à mettre ça en œuvre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu entre guillemets, je dirais pas une mode œnologique, mais une tendance quoi. Donc, au domaine, par contre, il y a des millésimes où j'ai raflé partiellement. Ouais. C'était pas tous les ans en vendange entière. Moi, ma parcelle, moi, j'avais pas des grappoirs, donc comme ça, je le faisais. Donc ça fait un appareil de moins à nettoyer. Ouais. Bon, non, c'est pas de la fainéantise, hein, Mais mais non, j'aime bien la rafle. Voilà. et 96 en bouche, du coup, il se présente comment? Eh bien, des notes d'épices, un peu de violette, un peu de fleur blanche aussi. Bon, on va le goûter, ça va les faire venir, hein. Hmm, pas de souci. Allez, on va encore attendre deux, trois petites minutes et puis on va commencer. Si ça vous embête pas, Bernard, je vais juste, puisque tout le monde est en train d'arriver, je vais annoncer les dates des prochains, des prochaines conférences comme ça. Ouais. Et après, je récupère tout ça. Donc, on aura la chance dans 15 jours
Il y a eu un petit changement de thème, donc on devait faire une magnifique conférence avec le domaine Georges Vernet, mais ça a été repoussé au mois de février, le 25. Et donc dans 3 semaines, dans 15 jours, pardon, le 3 décembre, on se retrouvera en direct avec Pierre Villapelleja, qui est donc finaliste du concours du meilleur sommet de France cette année, dans un magnifique lieu du vin. On vous révélera une petite surprise la semaine prochaine, le 3 décembre. Un lieu qui s'appelle Soif d'ailleurs, en plein cœur de Paris, et on fera, après la grandeur des Bourgognes, on fera un tour autour des vins du monde, voilà, avec la dégustation et la découverte de quatre grands terroirs assez mythiques. Et ensuite, on se retrouvera le 17 décembre avec Cyril Tota, qui est un autre grand bourguignon, que vous devez peut-être connaître, Bernard, qui est un ami de Jackie Rigaud et j'ai mangé son nom maintenant. C'est pas grave, bon, ça me reviendra. Et qui a travaillé sur un outil qui s'appelle l'étoffe des terroirs. Donc, il a fait un petit porte-clés avec différents tissus. Et ce porte-clés est utilisé comme outil pédagogique. Voilà. Donc, il nous expliquera tout le travail qu'il a fait dans la continuation du travail de Jackie sur la dégustation géosensorielle, puisqu'il y a 15 jours, on était en compagnie de Jackie Rigaud. Et ensuite, on se retrouvera au mois de janvier avec 2 personnalités du vin aussi, moi que j'aime beaucoup. Un collègue sommelier qui est dégustateur au sein de la Revue des Vins de France, qui s'appelle Romain Iltis, qui a été meilleur sommet de France et qui nous parlera de l'Alsace. Donc, il est chef sommelier au restaurant à la Villa Lalique, 2 étoiles Michelin, donc en Alsace, et il nous parlera des terroirs et de sa vision de l'Alsace. Et ensuite, on aura un autre monsieur que vous connaissez bien, Bernard, c'est Bruno Quenu, Oui. voilà, qui a fait un magnifique film d'ailleurs sur le domaine qu'il a participé avec Thomas Bravo-Mazar, qui s'appelle Les 4 saisons de la Romanée-Conti. D'ailleurs, je me souviens, je vous cite Bernard vous dites ça pue bon quand on parle de la réduction. J'aime bien ce petit passage-là. Je vous paraphrase et je vous cite souvent dans cette dynamique-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc on travaille Bruno qui autour d'un vin et d'un thème qui lui est cher. Pourquoi le vin est-il si mystique? Pourquoi le vin a ce pouvoir d'unir les êtres? Voilà. Si vous voulez, je vous propose qu'on Belle personne. Ouais. commence. Une belle personne. Ouais, Bruno, c'est un homme. Il faut quand même se rappeler que Bruno, dans les années 88-90, quand il était responsable des achats au groupe Lafayette Gourmet, donc au Lafayette Gourmet de Paris, ça a été un des premiers, un peu envers et contre tout, à croire à l'agriculture biologique, à la biodynamie, au respect de la nature, à la promotion des terroirs. Voilà. Dans une ère où c'était pas simple, ça a été un des premiers à se battre pour ça, et c'est assez étonnant. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors j'avais une première petite question pour vous, Bernard. C'était, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre parcours et puis votre arrivée? Moi, je sais que vous me l'avez raconté et c'est toujours intéressant. Votre arrivée au domaine, parce que avant vous, c'était votre papa qui a assuré les fonctions. Et si vous pouvez nous partager un petit peu, si finalement cette histoire de famille, qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé là et puis comment ça s'est passé les débuts? Oui, d'accord. Oui, donc mon père y a travaillé donc, depuis la guerre, il a commencé à travailler. Et donc lui, son métier, il était typographe de son métier, mon père, je parle là. Il était typographe et puis pour ne pas partir en Allemagne, STO, donc le service du travail obligatoire. travail obligatoire, voilà, donc il cherchait du monde au domaine de la Romanée-Conti et donc il a travaillé là-bas, donc il a pris le métier. Il est rentré en quelle année? En 44, 43, 44, ouais. D'accord. Voilà, et il était de son métier, il était donc typographe. Il était dans l'imprimerie, et puis voilà, donc il a appris carrément, il a appris au domaine, comme je l'ai fait également. Alors il est rentré au domaine et donc à cette époque-là, il avait pas de connaissances dans le vin et finalement il a commencé par quel poste, votre papa? Eh bien, ouvrier, voilà.
comme je l'ai fait aussi, moi, on a commencé, tous les deux, le premier travail qu'on a fait, c'était balayer la cour, comme on dit. On commence des choses toutes simples, et puis de là, de fil en aiguille, on a pris des responsabilités. Mais il ne faut pas oublier non plus que mon grand-père y a travaillé aussi. Ah oui, votre grand-père. Donc, et c'était de quelle année à quelle année? Mon grand-père D'accord. paternel, il a travaillé au domaine. Ah ouais, ça, je m'en souvenais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était ouvrier. Ouvrier, puis il a monté son propre domaine de 7 hectares, 7 hectares de vignes. Donc, son métier de mon grand-père était agriculteur, et puis il a vendu ses champs, tout cela, pour acheter des vignes. Voilà, il a monté son propre domaine tout en travaillant au domaine. Et puis après, il a arrêté de travailler au domaine pour Comment, s'occuper de son propre domaine. comment s'appelait le domaine? Le domaine euh, Alfred Noblet. D'accord. Voilà. C'était à Et alors, Vaune-Romannée aussi. Ouais. et la passation entre votre papa et vous-même, ça s'est fait en quelle année? En 1986, si je me souviens, non? C'est quelque chose comme ça, non? Eh bien, mon père a pris sa retraite en 84. 84, ouais. Voilà. Non, moi, je suis rentré au domaine là, en 78. D'accord. Voilà, j'ai fait mon service militaire en 77. Et puis, c'est pareil, moi, j'avais appris un autre métier. Hein. J'étais dans la mécanique générale, donc j'étais dans le vin. Ouais. Et je travaillais avec mes parents pendant mes études. Donc, ils avaient un peu de vigne aussi à eux. Et j'allais donc les aider les soirs, les week-ends. Et puis, bon, on y allait à tous les temps. Hein. J'avais des parents assez durs. Hein, Ouais. il ne fallait pas faire ça chochotte. Hein, donc, il fallait y aller qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Voilà. Puis, j'ai dit, écoute, ton métier, il est trop dur. Donc, je suis parti dans la mécanique générale et que j'ai exercé pendant 3 ans. Et puis de là, je me suis dit, j'ai perdu quelque chose, le contact de la nature. Et du coup, j'ai eu le service militaire qui m'a permis de réfléchir pendant 1 an. Et puis de là, donc le 1er mars 1978, eh bien, je suis rentré au domaine et j'ai appris dans les moindres détails tout le travail de la vigne et de la cave Et donc, jusqu'en 86, où après j'ai pris la responsabilité de la cave. donc de 86 à 2000, ça fait 20. Vous avez fait combien de millésimes finalement? Vous avez vinifié combien de millésimes? Eh bien, de 86, mon premier millésime fut donc 86 et mon dernier fut 2017. Ouais, donc ça fait presque 20, 29, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça. 30 millésimes, quoi. 30, ouais, une trentaine. Ouais, ça 30 fait, ouais. ça fait pas mal, ouais. Et, et quand vous avez comment, enfin, je me souviens, je vous fais un petit peu parler, mais quand vous avez pris le démarrage de votre premier millésime en 86, c'était quoi votre état d'esprit? C'était quoi votre ressenti? Enfin, vous étiez dans quelle énergie? Parce que finalement, c'était vraiment le grand saut. On vous a donné les rênes d'un domaine qui est le domaine, voilà. Et comment vous avez vécu ça de l'intérieur, intérieurement? Surtout que ce n'était pas un millésime facile, 86. Hein, c'était un millésime moyen, hein, réputation moyenne, comme on peut dire. Hein. Donc là, j'étais rentré en 78, qui était une grande année, hein, une très belle année, hein, voire exceptionnelle, 78. Ouais, donc 86, c'est là que j'ai pris conscience quand même qu'il fallait l'importance de vendanger le plus tard possible, hein, donc pour avoir une maturité. Parce qu'il y a pas, il y a deux, vous savez qu'il y a toujours deux maturités, la maturité physiologique, hein, donc des sucres et de l'acidité, mais aussi il y a la maturité phénolique, qui est très importante, hein, on l'obtient toujours après. Et c'est vraiment là qu'il faut pas s'affoler pour la date de vendange, pour définir
la date de vendange. Et 86, donc ça a été la compréhension de ça peut-être un petit peu. Vous étiez quand même encore un petit peu épaulé ou vous étiez vraiment seul aux commandes? Ah ben non, j'étais seul parce que c'était l'année du décès de mon père. Il est décédé en 86. Hein. Il a pris sa retraite en 84, il est décédé en 86. Ouais. Donc Donc, j'étais livré à moi-même. la veille de commencer les vendanges, vous étiez comment dans votre cœur, dans votre esprit? Vous étiez saisi par la peur? Vous aviez juste le courage de y aller? C'était Ah, ben, il y a toujours une crainte. C'est vrai que les moments surtout des moments des vendanges comme ça, bon, ben, c'est au niveau intérieur, comme ça, c'est du stress. Quoi. ouais. On n'endort pas bien la nuit, quoi, c'est certain. Quoi, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Quoi, Bah ouais, parce qu'une une petite erreur de réglage, ça peut malheureusement détruire beaucoup de choses. J'aimerais vous poser une question, ah, Bernard. surtout Pardon? si Pardon, Bernard? on fait un loupé, si on fait un loupé, après, ça engendre d'utiliser l'œnologie. Et là, après, on perd dans le potentiel du vin, quoi, son expression, tout ça. On évite d'utiliser l'œnologie moderne. Ça, c'est une chose que j'ai essayé de, de garder en moi, ça. C'est de faire exprimer la nature au maximum. Quoi, voilà. La nature, faut l'observer et l'accompagner. Voilà, il faut être toujours à l'écoute, la regarder. Comme je dis toujours, faire travailler ces 5 sens pour en développer le sixième, quoi, parce qu'on a un sixième sens aussi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que finalement, dans la, com- dans la compréhension de la nature, dans cette espèce de, j'aime bien le mot, moi, contempler, hein, dans la contemplation, bon, c'est une petite citation de Bruno Cugno qui dit Con templum, hein, dans son temple, dans le temple intérieur, on observe la nature et on est en capacité de la percevoir, de la discerner pour pouvoir mieux l'interpréter et mieux la libérer, en fait, hein. Tout à fait. Et comme ça, on voit ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, j'ai une petite question. Sur le domaine de votre grand-père, est-ce qu'il existe toujours ce domaine ou est-ce qu'il a disparu? Ah oui, il a été morcelé, il a été partagé, parce que mon grand-père avait 6 enfants. D'accord, Donc, mon père était le fils aîné. Donc, il avait deux frères et 3 sœurs, mon père. Voilà. d'accord. Donc le domaine a complètement disparu. Alors j'ai un petit commentaire sur ce qu'on est en train de dire aussi. Il y a Thierry qui nous dit, vous avez raison pour les 5 sens euh, et le fait de voilà de d'avoir ouais, il nous dit qu'il a le Covid depuis quelques jours, qu'il a perdu le goût, mais que c'est vrai que c'est important d'avoir vraiment tous ses sens en éveil pour bien comprendre le vin, quoi. Ça, c'est certain. Ouais. Ouais. Et puis Et- souvent, quand on a une faiblesse dans un des sens, ça renforce les autres. La nature est bien faite, hein, quand même. Hein. Il y a un phénomène d'équilibre. ouais, c'est pas rien. J'avais une question pour vous, Bernard. Pour vous, c'est quoi finalement un grand vin? Qu'est-ce qui vous, après 30 ans de 30 millésimes au domaine, qu'est-ce que c'est que votre définition à vous d'un grand vin? Un grand vin, pour moi, c'est le résultat de toute une observation, un travail de toute une année. Hein, c'est le résultat de toute une année dans le respect du terroir, hein, du climat, tout cela. Hein, ça, c'est important. D'avoir été le moins interventionniste possible. Hein, ça, c'est important. Et pour moi, un grand vin, c'est un vin qui nous donne de l'émotion, qui est vivant, qui parle. Il a beaucoup de choses à dire. Hein, comme on peut trouver chez de belles personnes, de bonnes personnes. Quoi. Il y a de la conversation, il crée de l'émotion, comment on pourrait dire beaucoup de choses. Quoi. Et il crée des moments de partage. Il crée le partage. Quoi. Le vin, c'est le partage.
C'est l'union, ouais. J'ai une petite question. J'ai une petite question qu'on me pose dans le chat, c'est y a-t-il des outils de l'œnologie moderne que vous n'aimez pas? Des choses qui vous choquent un peu, quoi. Ben, disons que il faut éviter de. On parle souvent beaucoup de la chaptalisation, de l'acidification, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Enfin, le sulfitage, le soufre, l'apport du soufre. Bon, il y a une époque, on en apportait enfin, pas nous. Je veux dire, les agriculteurs en apportaient des doses importantes pour se sécuriser. Mais comme je disais souvent aux jeunes, parce qu'on recevait au domaine des jeunes stagiaires qui sortaient de l'Institut Jules Guyot ou du lycée viticole des Beaunes, quand ils venaient au domaine, comme ça, ils me voyaient faire comme ça, puis ils me disaient, mais ouais, vous ne mettez pas, presque pas de soufre, vous ne mettez pas de ceci, vous ne mettez pas de cela, vous ne mettez pas de levure, vous ne mettez pas. J'ai dit, écoutez, le raisin, il a besoin de pratiquement rien. Le vin est fait qu'avec du vin, le vin est fait qu'avec des raisins, je veux dire. Voilà. Je leur ai dit, les jeunes, si vous voulez, le jour que vous ferez des vins, voire des grands vins, c'est dans le risque. Voilà, c'est jamais dans se sécuriser que vous ferez des grandes choses. C'est pas possible. C'est dans le risque. Voilà. Alors, si vous apportez, faire Monsieur Plus, hein, comme on regardait dans les publicités de Monsieur Balzen dans le temps, là, ça fait un peu penser à ça, là. Ouais. Une catastrophe, quoi. Même ça commence déjà même au niveau du sol avec les engrais chimiques, tout ça. La vigne, il n'en a pas besoin. Il faut simplement apporter de la matière organique, hein, pour que les racines, parce que le vin, ça commence à la vigne. C'est ça qu'il faut parler. Ouais. Et justement, Bernard, j'ai une petite question là-dessus. J'ai une question sur justement quand est-ce que la biodynamie est arrivée au domaine et comment elle a été appliquée, comment elle a été vécue dans le domaine. Quand est-ce que la décision a été prise et comment ça a été vécu, ça, par votre part et par le domaine? Bah, disons que l'avantage, enfin, la chose intéressante que j'ai vécue, c'est qu'on a connu la culture raisonnée, hein, dans les années 70, la décennie 70 à 80. Après, on en a fait quelques années comme ça pour essayer, mais on a vu que ce n'était pas l'objectif à conserver le domaine. Donc, on s'est mis dans la biologie, hein, qui était déjà un plus, où on respecte déjà bien le sol, le sous-sol, le sol, le matériel végétal. Et après, dans les années 90, on a adopté la biodynamie. Voilà, où vraiment on recrée un écosystème, une faune et une flore microbienne qui s'installent. On voit les vers de terre quand on fait les trous pour les remplacements des jeunes plants. On voit qu'on recrée on réinstalle une vie, quoi, qui s'est perdue il y a eu quelques années, quoi. Donc, et ce que j'ai remarqué, moi, donc, avec la biodynamie, c'est qu'on rapproche les deux maturités, la maturité physiologique et la maturité phénolique, elles se rapprochent. Donc, comme ça, pour dire, par rapport à la culture raisonnée qu'on avait adoptée, les vendants, on vendangeait toujours par rapport aux autres viticulteurs, toujours au moins une semaine après les autres. Et depuis que nous sommes en biodynamie, on vendange maintenant pratiquement comme les autres, mais avec une meilleure maturité que la maturité que la culture raisonnée, quoi, je veux dire. Et j'ai une question également pour poursuivre sur la biodynamique. Est-ce qu'il y avait des pratiques dites biodynamiques que vous avez appliquées aussi également au niveau du travail de la cave? Puisque moi, je sais que je me souviens, je suis venu au domaine pour la première fois en 2014.
Non, 2014, 1994. Et je me souviens que vous étiez déjà vraiment en responsabilité de la cave et aussi des vignes hein, en partie. Mais je sais que peut-être, enfin vous me dites si je me trompe ou pas, mais sur la fin, vous étiez plus sur le travail de cave, toujours en lien avec le chef de culture, bien sûr. Hein. Bien sûr, c'est un travail en collaboration avec le chef de culture. C'est ça. Comme je dis, c'est à la vigne qu'on fait le vin. Hein. C'est primordial, c'est important. Hein. Et donc, est-ce qu'il y avait des pratiques biodynamiques que vous avez pu vous mettre en œuvre dans la partie cave? Ah bien, disons que c'est surtout les cycles lunaires. Hein. Ça, Ouais. c'est cycles lunaires qu'on respecte. Ça, c'est ce qui est important, qu'on utilise aussi pour la biodynamie en culture, dans la culture, en mode culturel. Et donc les cycles lunaires, les lunes montantes, les lunes descendantes, les lunes croissantes, décroissantes, tout ça c'est important pour le travail du vin, c'est-à-dire les soutirages, les mises en bouteille, tout cela c'est très important. Et on voit qu'il y a un repos des lits, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au domaine, on élève les vins sur lit. Donc, il y a toujours un phénomène où, suivant les cycles lunaires, les lits montent et redescendent. Il y a un phénomène, il y a un mouvement qui se crée. Voilà. Ah ouais. Et donc, c'est vrai que ces cycles lunaires, du coup, ces cycles lunaires, pour vous, ils ont une vraie importance. Hein. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. J'avais une autre petite question qui disait finalement en 30 millésimes au domaine, quelle a été pour vous la chose qui vous a plu, le millésime qui vous a plus marqué, mais pas forcément dans la notion de qualité, hein, dans la notion de leçon, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a dit tiens, là j'ai vécu quelque chose de particulier. Bon, ben, je pense que toutes les années sont passionnantes. Quoi, et les millésimes, donc, on dit, bon, plus difficiles, les années moins solaires, mais qui tournent. C'est là où vraiment l'homme va s'exprimer au maximum, où là, il va être vraiment à l'observation de la nature. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans les millésimes difficiles, donc souvent froides, hein, un ensoleillement moindre, beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'on a ça crée des macérations préfermentaires froides, et justement, c'est des choses vraiment qui sont intéressantes que je me suis dit, quand j'étais jeune, hein, je me suis dit, l'importance de la macération préfermentaire froide que je reproduis. Donc, on s'est équipé au domaine avec des systèmes de refroidissement pour les années chaudes, comme type 2003, 99, 2009, voilà, 2005, voilà, où il fallait refroidir, mais sans excès. Il ne fallait pas descendre en dessous de 15 degrés. Toujours, dans tout ce que l'on fait, il faut éviter les excès. Voilà, le trop, c'est toujours catastrophique. Il faut éviter le trop peu puis le trop. Il faut l'équilibre, l'harmonie. Voilà. J'aimerais L'homme, vous, l'homme a toujours tendance à faire toujours plus. Hein. Il a toujours, il allonge la main comme ça. Il faudrait prendre l'autre main pour la retenir, pour retenir l'autre main. Voici ce que je veux dire. Hein. ouais, j'imagine bien, ouais, ouais. On va pas refaire et puis des fois c'est pire, c'est une catastrophe. Bernard, j'aimerais bien vous demander, parce que ça, je sais qu'à chaque fois que moi j'allais au domaine, c'est quelque chose qui me plaisait énormément, que vous nous décriviez les crus euh, comme si c'était des êtres humains. Je sais que ça, vous avez une poésie absolument géniale. Donc, si ça vous voulait bien, je vais projeter la carte des climats de Vaune, et puis je vais vous laisser parler de vos enfants quelque part, hein, puisque vous les avez quand même un peu enfantés pendant Ouais. 30. Vous en avez 5, 6 ou 7, ça dépend selon les millésimes, ou même peut-être plus. Et puis, vous avez quand même presque 200, si on multiplie par 30 millésimes, ça fait quand même une sacrée grande famille. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est comme des enfants avec des personnalités différentes. Hein. Ça, c'est exactement. Ils ont chacun leur personnalité. Donc, on a déjà les chézeaux, hein. On a des cortons aussi. Les cortons,
On va peut-être rester sur Vaughan Romani, je pense. Oui, après, on peut dire un Corton. Moi, je me souviens, Corton, moi j'étais en 89, j'ai eu la chance, pardon, en 2009, j'ai eu la chance que vous puissiez m'accueillir pour les vendanges en 2009, et je me souviens que c'était le premier millésime de Corton, si je ne me trompe pas. Exactement. Le premier millésime. Ouais, oui, oui, tout à fait. Tout à Bon, fait. comme vous voulez, vous commencez par celui que vous voulez, Bernard. Eh bien, on peut commencer par les chézeaux, parce qu'il y a beaucoup plus d'années, plus d'ancienneté sur ces appellations, hein. Donc, j'ai toujours dit que les chézeaux, c'est le vin qui fait ouvre la voie de toutes les autres appellations pour donner l'expression du millésime, quoi. Voilà. Donc, c'est toujours une appellation, les chézeaux, qui est tout en finesse, en élégance, hein. Donc, on est une zone qui s'appelle les Poularières, hein, dans la partie des Échézeaux. Les Poularières, qui est une des plus anciennes parties des Échézeaux, hein. Voilà. Après, on passe au Grand Échézeau, qui pour moi est un peu plus puissant, plus viril, un peu plus charpenté que l'Échézeau. Je dis toujours, c'est un petit peu comme, pour moi, c'est le petit Richebourg, c'est un petit peu l'expression comme un Richebourg, le Grand Échézeau. Après, on arrive à la Romanée Saint-Vivant. Là, on va sur quelque chose de plus féminin, la Romanée Saint-Vivant, hein, tout en finesse, en élégance. Voilà, peut-être des fois, la Romanée Saint-Vivant, quand on la déguste, des fois, elle a une petite vigueur en fin de bouche, non? Voilà, donc ça, j'allais dire, elle a toujours une petite finale agressive, hein. On a affaire à une femme féline, quoi, hein. Voilà, ouais. C'est Catwoman, quoi. Et après donc, c'est le petit coup de griffe une fois que les affaires sont faites, comme on dit. La Romanée Saint-Vivant. Après, on arrive à la tâche, hein, pour moi, c'est l'appellation la plus exubérante, hein, charpentée, un côté monumental. La tâche, très anguleux, très carré, comme ça, hein, beaucoup de matière, très dense, hein, très dense. Et puis après, on arrive à la Romanée Conti, hein, qui est très féminine également, comme la Romanée Saint-Vivant. Mais là, on a plutôt affaire à une femme séduisante, sensuelle, veloutée, mais et une femme qui ne se livre pas tout de suite, hein. C'est vraiment une femme pudique, très, très réservée, très réservée. Donc, elle ne va pas à vous. Il faut aller à elle, il faut aller vers elle, faut aller la chercher. Mais alors après, quand on est bien, quand elle se livre, alors là, après, elle a beaucoup de choses à dire. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et avec elle, on ne voit pas le temps passer avec elle. On pourrait même confondre, comme le temps passe vite, on pourrait confondre avec elle le jour et la nuit, pour Oui. dire. Ouais. C'est pas une mince affaire, hein. Voilà, pour moi, la Romanée Conti, c'est un autre monde. C'est peut-être le lien avec un, avec un autre temps, ouais. Ah oui, oui, oui. Et puis, il y a à la fois on peut trouver du fruit, on peut trouver des notes florales, mais c'est toujours le pétale de rose, la rose, mais la rose blanche. Pourquoi la rose blanche? Parce que je trouve qu'elle donne toujours un parfum délicat, la rose blanche. C'est plus pur, plus délicat, plus subtil. Et puis, on peut trouver aussi des notes de violette, on trouve dans la Romanée Conti. Voilà. Alors, il y a un commentaire qui dit la Romanée Conti, c'est la femme en dentelle. Exactement, c'est vrai. L'étude dentelle. Et je le disais aussi. Ouais, c'est vrai. Et ça fait déjà plus de 3 ans que je ne l'ai pas goûté, hein, mais elle me manque, hein, elle me manque. Bah, écoutez, 30 ans de vie commune, même un peu plus, hein, Ah ouais, non? bah oui, c'est sûr. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, Tout à merci. fait. L'étude dentelle, tout en subtilité, délicatesse, de la Alors, complexité.
beaucoup de complexité dans la Romanicon aussi. J'avais une autre question sur voilà, entre 86 et 2017, 30 années. Est-ce que vous avez eu beaucoup de temps de remise en question? Est-ce qu'il y a des choses où vous allez dire, tiens, là, il faut vraiment que je change les choses, la façon dont je pratique? Non, ben disons que il faudra voir, parce qu'il y a un souci dans l'avenir, c'est le réchauffement climatique. Hein, donc ça, c'est un problème pour tout le monde. Hein, ça, il va falloir s'adapter à cela et puis peut-être modifier des façons de travailler. Hein. Donc, où là, on voit que il faut que la vigne, déjà au départ, qu'elle ne souffre pas de cette chaleur, de cette sécheresse. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'apport de matière organique. Donc, on a toujours apporté au domaine du fumier, hein, donc des fumiers chauds, des fumiers froids, fumier de bovin, fumier de cheval. Voilà, qu'on apporte toujours en cette période, novembre, décembre, voilà, dans le mois de décembre. Et donc, qui va apporter une faune et une flore microbienne dans les sols, qui va enrichir et qui va jouer. Alors, il faut dire une chose aussi, c'est qu'on procède toujours à des cultes de labour. Hein. C'est toujours des labours au domaine. Donc, on va faire un butage avant l'hiver. Hein. On ouvre la terre, le sol, et donc on y apportera une matière organique dans l'arrêt. Voilà. Comme ça, les vers de terre vont se développer, cette nourriture va se développer pendant tout l'hiver. Et après, donc, au mois de février, on va après reboucher cette terre, hein. On va enterrer cette matière organique qui va, elle, jouer le rôle d'éponge pendant ces périodes d'été très chaud, donc qui va garder l'humidité et qui va la restituer à la vigne pendant ces périodes chaudes. C'est pour ça qu'elle ne souffre jamais de sécheresse, la vigne. Mais ce qui est important, c'est d'éviter des engrais comme ça, qui va développer ce système racinaire en surface qui est une catastrophe. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que la vigne, elle souffre pour l'inciter à plonger dans le sol en profondeur. Et c'est là qu'on obtient toute la complexité du sous-sol, du terroir. C'est là que le vin parle. Bon, j'ai un petit commentaire, une personne qui dit la tâche, c'est une femme mais qui a fait un peu plus de musculation. Ah, oui, Et oui. puis il y a une dame dont je tairai le nom parce qu'elle m'a écrit en privé. Elle a dit Monsieur Noblet m'émeut. Voilà, je me suis découvert un don. Dès qu'elle goûte un grand vin, elle se met à pleurer. C'est beau ça, je trouve. Hein. Ah, bah, oui, oui. Ah, oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, ben, le vin, les grands vins développent la sensibilité des personnes, hein, c'est ça. On devient plus sensible. C'est ça qui est important. On développe beaucoup les sens. C'est très, très important. Voilà, donc il y a ça, on va parler donc de cette matière organique, le système racinaire, donc il faut faire développer. Et c'est pour ça qu'on fait un peu de labour, mais des labours légers en surface, pour justement couper ces racines en surface, pour les inciter justement à plonger. Tout ça. Mais il faut éviter les labours profonds. Puisqu'on est dans la vigne, là j'avais une question sur la densité de plantation. Est-ce que la densité de plantation a changé en 30 ans au domaine? Alors ben, disons on est entre 10 000 à 10 000 à 11 000 pieds à l'hectare. Hein. Voilà. Donc, c'est sûr que ça a changé hein, par rapport Ouais. On ne peut pas les enlever et les remettre, comme on dit. Bon, on a quitté c'est sûr qu'on n'est plus à l'époque du provignage où on était à 25 000 pieds à l'hectare, c'est sûr. Mais ce qui est important, il y a le matériel végétal qui est important. Et c'est ça qui est au domaine, c'est qu'on a toujours, on travaille avec le 161-49,
et au porte-greffe. Mais on travaille aussi, on prend les bois dans nos parcelles. On fait une sélection massale dans nos parcelles pour refaire les greffes. Hein. Donc, et c'est ça qui est important. On travaille en Alors, partenariat avec les pépinières Guillaume à Charsène. je prends juste la main 2 secondes, Bernard, pour expliquer sélection massale, sélection clonale. Pour ceux qui ne seraient pas forcément au fait de ce que ça peut être, la sélection clonale, donc c'est le fait, comme un clone, hein, de reproduire une bouture et d'avoir toujours la même, une sorte d'appauvrissement génétique. C'est-à-dire, c'est comment vraiment on reproduit. Et la sélection massale, c'est-à-dire que par observation, on va regarder dans une parcelle les meilleurs plants et on va mettre un petit marqueur dessus et on va répéter ça plusieurs années et on va donc du coup prendre les bois pour pouvoir ensuite réintroduire une population diversifiée de vignes et avoir enfin, je vais faire un raccourci qui est un peu direct, mais c'est pour éviter un peu les problèmes de dégénérescence et de consanguinité qu'on pourrait avoir chez les humains, quoi. Tout à fait, parce que ces plants-là, on les suit sur plusieurs années, qu'il n'y ait aucune maladie, quoi, qu'il n'y ait pas de maladie, ça fait des pieds sains et qui produisent une forme de grappe que l'on recherche. Donc, des grappes aérées, ce qui est important. Aérées, on ne veut pas que ça fasse des gros raisins avec des grumes serrées et quand il y a des périodes pluvieuses, l'humidité reste à l'intérieur et ça crée des foyers de pourriture. Donc, on cherche toujours un peu comme les raisins migrants qu'on peut voir dans les années. Donc ce que vous dites finalement, c'est des grappes qui ne sont pas trop serrées pour justement pas éviter l'accumulation de l'humidité et la pourriture et d'avoir justement surtout dans les millésimes pluvieux, d'avoir cette aération qui Voilà. permet de ne pas avoir de pourriture en fait. Déjà, et en même temps, une concentration. Automatiquement, ils feront moins de jus, les raisins migrants, les grappes aérées feront moins de jus, qui va permettre une meilleure concentration. Pour avoir plus de polyphénol, plus de couleur, plus de matière, plus de concentration. Voilà. C'est là, ces concentrations-là, on la cherche à la vigne. Il ne faut pas en faire de la concentration d'extraction au chai, en cuverie. Là, on n'est pas pour ça, nous. Quand j'entends souvent parler d'extraction en vinification, ça m'irrisse le poil. On ne fait pas d'extraction au domaine. Moi, je dis toujours, c'est de l'infusion qu'on fait. Voilà. On infuse. Et ça diffuse après. Un joli jeu de mots. J'ai quelqu'un dans le. Alors, je vais partager l'écran comme ça vous verrez. Hop, attendez, je vais faire un petit partage d'écran en même temps. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler. Si vous pouvez dire quelques mots sur ce vin-là. Ah, oui, oui. Vous le connaissez, non, je crois. Oui, oui, hein. Est-ce que je m'aventure en disant que c'est vous sur le tonneau, Bernard? Oui, 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 c'est mon petit vin. Voilà. Donc, D'accord. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de mon plaisir. c'est la même méthode de travail au domaine. Le seul reproche que j'ai dans cette parcelle-là, c'est que je n'ai pas un bon matériel végétal. Là, c'était planté sur de l'ESO4, qui pour moi, j'ai horreur de De ce plant. porte-greffe. L'ESO4, pour moi, c'est trop productif. Ça fait des grosses grappes, des gros raisins, et souvent, il y a du botrytis qui va s'installer avant qu'on ait la pleine maturité. Donc voilà, petit à petit, à chaque fois que j'avais des pieds qui meurent, je remettais des plants très fins. Voilà. Il y a une personne qui disait qu'il y a une bouteille de Mon Plaisir 2011 et qui demandait quand est-ce qu'il fallait la boire. Ben, normalement, les vins sont, sont faits pour donner du plaisir tout le temps, depuis le début jusqu'à une longue vie humaine. Hein. Voilà. Mais ça doit donner du plaisir tout le temps. Après, donc, on va peut-être obtenir plus de complexité dans les vins avec le temps, ça c'est certain. Mais quand il veut, voilà, il n'y a pas de souci. Et bien, comme on dit, quand c'est un grand vin, le grand vin est toujours bon. Hein. Voilà.
faut faire les choses comme on le sent. Voilà, faut se laisser. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Voilà. Alors, Ça, il y a Paul qui nous dit, on dit pourtant que la Romanée Conti, il faut attendre 20 ans. Qu'est-ce que vous répondez? c'est pareil. Moi, je trouve que la Romanée Conti, elle vous donne déjà un plaisir. Quand on la goûte sur fût, en fût, hein, elle donne déjà un plaisir. Il est vrai qu'avec le temps, c'est comme nous, vous savez, quand on a 20 ans, on s'exprime à une à 30, on, on s'exprime différemment, 40 et ainsi de suite. Donc il y a un phénomène de maturité, de caractère. Oh, Oh là là, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, il faudrait qu'il le coupe. Qui a baillé. Attendez, je vais couper le micro. Ça va, c'est bon. Allez-y Bernard, pardon. j'ai toujours imagé, j'imagine une chose comme ça. Quand je goûte les vins, ou même des vieux vins, je trouve que le vin, c'est l'expression de la vigne. C'est-à-dire, quand il est jeune, il va vous donner des arômes de fruits. C'est le fruit. Après, vous avez des notes florales, des notes après épicées, et ensuite, le côté minéral, sous-bois, qui va s'exprimer. Hein, on est d'accord? Oui. Au fur et à mesure qu'il va évoluer, qu'il va vieillir. Voilà. Donc, c'est ni plus ni moins que l'expression de la vigne. La vigne, pour s'exprimer, pour faire le vin, c'est le terroir qui s'exprime au travers des racines du pied de vigne. Donc là, par le biais de la sève. On imagine le vin comme la sève du pied de vigne, quoi. Donc le sol, le sous-sol va s'exprimer par les racines, qui va aller dans le végétal. Le végétal va donner naissance à quoi? À la fleur. Oui. La fleur donne naissance à quoi? Aux fruits. Oui. Et donc le vin va retranscrire tous ces éléments-là dans le sens inverse. Comme nous, on a été le fruit de notre mère. Oui. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Ah, moi je vous comprends Bernard, ô combien, ouais, ô combien. Il y a une petite question sur mon plaisir, est-ce que vous en produisez encore? Non, 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 non. J'ai arrêté en 2016. Ouais. D'accord. Ouais. Faute de matériel, je suppose. Oui, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. J'en avais trop peu, puis donc c'était compliqué pour. J'en prends un tel le matériel du domaine, moi, pour la faire. Quoi. Vous faisiez combien de bouteilles? Oh, ben, très peu, très peu. C'était mon petit jardin. Quoi. C'était Ouais. je Votre, bricolais ça, votre petit plaisir, quoi. mon petit plaisir. C'était un jardin. Pardon. J'ai une autre question. Oui, bon, ça, je peux répondre. Enfin, je peux vous laisser aussi parler. Mais ouais, tous les vins du domaine sont encore vendus en caisse panachée. Ouais, ça, c'est certain. Ouais. Il y a une Ouais. personne qui dit c'est vendu. C'est toujours, ça fait partie du mythe du domaine. Ouais, je sais pas. Vous en pensez quoi, vous, Bernard? Moi, je pense que c'est. Oui, c'est toujours vendu dans les proportions. Après, quand c'est revendu à des distributeurs, donc ils ont des caisses de chez eux, des caisses de grands de chez eux, mais en gardant la même proportion comme une caisse panachée. Quoi. Voilà. Après, vous voyez ce que je veux dire. C'est suivant la récolte de chaque appellation qu'on va définir le panachage. Alors, je vais pas citer la personne, mais il se reconnaîtra. Bon, c'est un commentaire un peu croustillant qui dit. Donc, j'ouvre les guillemets. Comme dit Monsieur Noblet, vaut mieux une femme pleine d'entrain qu'une femme fanée. Mais l'expérience, c'est bon aussi. Voilà. Bien sûr, c'est ça qui est important. Ah ben, bien sûr, l'important, c'est important l'expérience, tout à fait, tout à fait. Ah, il y a des coquins, il y a des coquins. Moi, je ne dirais pas qui c'est, mais voilà, il y a des coquins parmi nous, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. C'est Non, mais bien, c'est bien. oui, Ah bah, ben, ça fait partie des plaisirs de la vie, comme on dit. Hein. bien sûr. Et il y a une petite question également sur la minéralité. On me pose la question finalement, si je vous parle de minéralité, ça vous évoque quoi, Bernard? La minéralité, bon, bah, c'est le gage de fraîcheur, hein, c'est le calcaire, c'est la roche
qui va apporter cette minéralité dans les vins. Hein. C'est justement ces racines qui vont puiser dans la roche-mère, tout ça, qui va apporter cette minéralité. C'est ça qui est important. Tout à fait. Qui va apporter cette fraîcheur, cette jeunesse dans le temps. Ouais, c'est ce qui fait finalement tenir le vin. Bon, vos qualités poétiques, Bernard, sont vantées. Hein. Il y a beaucoup de monde qui dit Qui dit quoi? Je n'ai pas entendu. que vous êtes un grand poète. Ah bon? Voilà. Oui. Oh non, je n'ai pas cette prétention-là. J'ai une question. L'important pour moi, c'est quand même l'usage on n'en parle pas assez, l'usage de la rafle qui pour moi apporte beaucoup de choses, quoi. Il y a une personne bon, je peux la citer, hein, un vigneron que j'aimais beaucoup, hein, puis j'aimais beaucoup ses vins aussi, qui n'aimait pas du tout la rafle, c'était Henri Jaillet, hein, qui était un très grand vigneron de Vaudne. Hein, et c'était la seule chose. Nous, on a la même physiologie, on a la même pensée. La même pensée que lui pour les vignes, pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Le seul point en désaccord avec lui, c'était l'usage de la rare. Il me disait toujours, Pio, tu trouves ça bon la rare? Tu l'as mâché? Tu l'as mâché? Ben, il dit oui. Ben, c'est sûr que c'est pas bon. Mais c'est comme si vous mettez du thym et du laurier quand vous faites votre cuisine. On ne la mange pas, le thym et le laurier. Oui, oui. On le met dans le caclon, dans la gamelle, on le fait tout, et puis on laisse tranquille. Ben, c'est pareil dans les cuves. On met notre raisin entier, et il faut éviter de le triturer, il faut éviter les pigeages mécaniques, il faut éviter les pressoirs mécaniques. C'est pour ça qu'on a toujours utilisé les pressoirs pneumatiques, qui sont beaucoup plus doux. Hein, où on fait des paliers de pression avec des temps d'égouttage. C'est ce qui extrait le côté acerbe, astringent, c'est le travail physique sur la vendange. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est tout en douceur, Comme avec les femmes, c'est toute la douceur. Mais il faut à la fois aussi de la fermeté. Il faut chercher l'équilibre. Parce que si on est trop doux, à un moment, il ne se passe rien non plus. Hein. Ouais. Il y a une question sur les ouvrages qui vous ont marqué dans. C'est gentil, comme on dit souvent. Pardon, Bernard? Ça fait si gentil. Oui. Qu'est-ce qui vous a quels sont les ouvrages qui vous ont marqué dans le vin? Les ouvrages, les livres, ouais. Oui, les ouvrages. Oh ben, c'est toutes les recherches qui ont été faites sur le matériel végétal. Hein, comment il s'appelle l'ampélographie. Hein, un très grand ampélographe, là, comment il s'appelle? Gallet. Voilà, oui, voilà. C'est passionnant, ça. Hein. Et puis les ouvrages d'Henri Jaillet, j'aime bien sa philosophie, tout ça. Non, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous en avez quelques-uns. Est-ce que vous avez un petit objet du domaine que vous avez gardé avec vous? Un objet? Ouais, ou quelque chose. Mon tas de vin. Ah, est-ce que vous pouvez nous le montrer? Donc celui-là, vous l'utilisiez au domaine alors? Voilà, je l'ai ramené avec moi. Ouais. Je l'utilisais, c'est-à-dire que pour les périodes de mise en bouteille, je remplissais ma tasse à ras, et quand je voyais le fond brillant, pour moi, c'était la bonne clarification. Pour moi, il n'y avait rien à faire. Parce que l'idéal, c'est d'éviter tout ce qui est collage, filtration. Mais pour moi, je trouvais beaucoup une importance capitale, c'était l'élevage du vin. Ah, il y a une personne qui demande si vous pouvez remontrer le test vin. Ils n'ont pas, ils avaient envie de le voir. Ouais, je suis désolé. Ouais. Oh non, il y a pas.
Si vous pouvez le mettre un tout petit peu plus haut. C'est vraiment le temps de vin bourguignon, quoi, la tasse Ouais. bourguignon, hein, qui est arrondi, que la tasse, le temps de vin bordelais est beaucoup plus carré. Ouais. Mm. Ça va, vous le voyez? Impeccable, super Bernard, merci. Et j'avais une petite question également sur le fait, ouais, donc est-ce que tous les vins du domaine sont vinifiés en rafle entière finalement? Les vins du domaine sont Vinifiés en rafle entière. en pièces. En rafle, c'est-à-dire en vendange entière, quoi. Ah, eh bien, si vous voulez, dans les millésimes difficiles, il y a toujours au moins 50% de rafle, hein, des millésimes difficiles. Et 100% dans les millésimes solaires, type 2003, 99. Pour moi, c'est, si vous voulez, ça apporte une fraîcheur dans les millésimes solaires. Ça apporte voilà, beaucoup de fraîcheur et ça fait des vins moins lourds parce que bon, il y a des bons vins partout, hein, mais j'aime pas les vins égrappés dans les années solaires. Ça fait des vins un peu, on sent l'alcool qui est prédominant. Ça fait des vins un peu lourds, comme ça, un peu, c'est un peu fatigant comme ça. La rare va amener une tension dans le vin, une fraîcheur, une tension dans les années solaires. Voilà. Un peu d'équilibre, nullement. J'ai une petite question sur le Montrachet du domaine. Le Montrachet du domaine. Ouais, est-ce que par rapport à l'éloignement entre Vaudnes et Puligny, ça vous posait des difficultés? Comment vous viviez cet Non, non, épisode-là? oh, non pas du tout. Non, non. Oh, non, oh, non, c'est assez rapide de transport. Ah, non, c'est dans la journée, c'est cueilli tôt le matin, et puis c'est ramené aussitôt et pressé aussitôt. Hein, voilà. Et je faisais toujours une petite macération pelliculaire dans le pressoir. C'est-à-dire que on mettait les raisins entiers, évidemment, c'est toujours entier pour les blancs, hein, et, et je foulais au pied. Je rentrais dans le pressoir, je foulais au pied, déjà comme ça, et puis je faisais des pressurages très très longs, au moins 6 heures de pressurage. Voilà. Donc, qui permettait d'avoir des jus clairs jusqu'au bout. Et ça avait le temps de se détacher de la pellicule. Le jus se détachait lentement de la pellicule, la chair du raisin. Donc c'était fait avec amour, tout ça. Voilà. Et c'était toujours vinifié en fût neuf. Voilà. Que ce soit rouge et blanc en fût neuf. Voilà. C'est ça qui est important. Et j'avais une petite question aussi sur les bâtards Montrachet. Oui, Ils n'étaient pas donc uniquement faits pour les dégustations au domaine, c'est ça, hein? oui, oui, voilà, c'est ça. Ça pouvait imaginer ce que pourrait être le Montrachet. Ouais. C'était déjà quand on goûtait du bâtard Montrachet, ça faisait déjà plaisir. Enfin, je pense. Alors il y a une personne qui demande des informations sur le Corton Charlemagne 2019, mais bon, vous l'avez pas vu celui-là. Ah non, Non. ah non, ça, je ne l'ai pas vu. Ah oui. Et une petite question qui aussi, la personne qui a pris votre suite, Bernard, est-ce qu'elle vous demande des fois un petit partage d'expérience? Non, non. Ah, oh, et maintenant, la personne qui m'a succédé, là, maintenant, se débrouille très, très bien. On a quand même travaillé 8 ans ensemble, hein. Ouais, donc On a fait 8 années de millésime, donc il a compris la philosophie du domaine et c'est un passionné, hein, ouais. un passionné, puis il goûte très, très bien les vins. Alors là, pour moi, c'est un peu comme un fils spirituel, quoi. D'accord. J'ai une petite question également sur les blancs. Pourquoi les blancs sont-ils vinifiés 100% fût neuf? Eh bien, c'est-à-dire qu'on fait faire la fermentation alcoolique et malolactique sous bois. Et en fût, et comme ça, si vous voulez, de fait de faire les fermentations alcooliques et malolactiques, le futur vin va mieux digérer les tanins du bois. Voilà, ça fait des vins moins boisés.
D'accord, ça digère mieux le bois. Ouais. Et Bon, j'avais, le fait d'avoir du bois neuf, le bois neuf est beaucoup plus poreux, donc il va permettre un meilleur échange avec l'air extérieur. Donc on aura moins de problèmes de réduction, choses comme ça, oui, que des fûts d'un vin ou plusieurs vins, où les porcs ont colmaté. j'avais une petite question sur le Bourgogne Côte de Nuit blanc. Le Bourgogne Côte de Nuit blanc. Blanc, alors moi Ah, le vin de l'abbaye, là. oui, Oui, ouais. oui. D'accord. Et puis, Bah, la question c'était enfin, que vous avez un mot à dire dessus ou rien de particulier? oui, c'est un vin, bon, du fait qu'il est quand même en altitude, hein, il est planté à côté des ruines de l'abbaye de Saint-Vivant, hein. Donc, au niveau ensoleillement, tout ça, c'est compliqué parce il est entouré de bois, hein. Donc, on vendange toujours assez tard. Il faut vendanger très, très tard, quoi. Ouais. Toujours au moins 2 semaines après, minimum 2 semaines après la côte de nuit. Et j'avais une question aussi sur les premiers crus que possède le domaine. Entre autres, bon, la fameuse cuve, enfin, ce qui va dans la cuvée du Vaux-Blocher, entre autres les petits monts, etc. Alors, la cuvée du Vaux-Blocher est issue très souvent de deuxième vendange. C'est-à-dire que des grosses récoltes, comme on a eu, on a 96. Attendez, oh non, c'est pas 96, je dis des bêtises. J'avais fait des petites notes où on avait fait deux récoltes. Deux récoltes. Ah, il y a une dame, il y a Suzanne qui dit Voilà. Il y a des années où il y avait de gros rendements, hein, voilà. Donc on a passé deux fois. Ouais. On est passé deux fois. et- Et voilà. Donc on a coupé déjà tout ce qui était bien mûr, donc pour faire nos belles cuvées. Et après, on est repassé par la suite pour faire un deuxième vin, donc qui est donc l'appellation cuvée du Vaux-Blocher, un vin produit cru. Donc c'est un repli, un peu comme on appelle ça un repli. C'est pas vraiment un ouais. déclarement, c'est un repli, quoi. Voilà. Bah, écoutez, Non, pas sur tous les ans, hein. Ça, c'est vraiment des grosses des années où il y a beaucoup de récoltes, hein. Voilà. alors, est-ce que vous auriez ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble, donc on va pas tarder à se quitter. Mais est-ce que vous auriez un petit mot moi je prendrai la parole après pour deux, trois petites choses, un petit mot à transmettre parce qu'il y a il y a des amoureux du vin, il y a des élèves, il y a des gens qui sont passionnés de tout ça. Est-ce qu'il y a un mot que vous auriez envie de leur dire qu'est-ce qui vous a fait vibrer toutes ces années au contact du vin? Qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Ah, ben c'est de produire, c'est d'avoir observé toute cette nature, et puis après, de goûter ces vins, de ressortir tous ces éléments-là, suivant le climat qu'on a eu, tout ça, c'est ça ça parle, quoi. Ça parle, il y a une expression justement de tout ce millésime, dans l'ensoleillement, la pluviométrie, tout ça, et dire, tiens, disons, j'ai réussi à sortir ceci, cela. C'est passionnant, quoi. Ça, C'est vrai que c'est important. Et moi, il y a une chose qui m'a toujours impressionné dans le domaine, c'est la sobriété, l'humilité, voilà. la simplicité. Parce que je dis, voilà, vous allez dans certaines régions, vous avez un côté extrêmement ostentatoire dans l'endroit où vous rentrez, où vous arrivez au domaine, vous avez un portail sobre, une cour, Ouais. un homme simplement, ici, je parle de vous, Bernard, qui vous reçoit, qui partage tout simplement ce qu'il sait. Voilà, moi, je suis venu taper à votre porte. Je me dis, voilà, je suis sommelier, est-ce que vous m'acceptez quelques jours avec vous pour faire les vendanges en 2009? Vous m'avez tout de suite dit oui. Et puis voilà, moi, j'ai passé quelques temps avec vous. Ça a été un moment délicieux, génial. Et puis, ça m'a permis de comprendre plein de choses que j'avais vues dans le livre. Et puis, il y a plein de choses que finalement, on vit, mais qu'on ne partage pas.
Ouais. Vous voulez, je veux dire, ça c'est compliqué à rappeler derrière un écran, c'est compliqué, mais il y a des choses qu'on ne s'est pas dit, mais il y a des choses qu'on a, oui, des choses qu'on ressent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je Ouais, veux dire, Bernard. Ouais. tout à fait, tout à fait. Mais notre, je dirais pas notre métier, je dirais plutôt notre passion, hein, est basé, donc, comme vous l'avez dit, sur l'humilité. Hein. Il n'y a pas de technologie, il y a pas, la seule technologie où vraiment, pour moi, qui est très utile, qui est très importante, c'est la table de tri. Pour moi, c'était vraiment une chose qui est primordiale, c'est le tri de la vendange. Hein. Et nous, notre table enfin, c'est la troisième table que j'ai modifiée, hein, qui est fabriquée, fait fabriquer. On trie la vendange, nous, la première table de tri date de 1977. Hein. Quand on a connu le millésime 75, hein, qui était très difficile, hein, très pluvieux, hein, on s'est dit, là, faut qu'on fasse quelque chose. C'est là qu'on s'est dit, il y a le tri de la vendange qu'il y a à faire. Hein. Voilà, donc elle s'est construite en 1977. Mais on passait un petit peu pour des farfelus à l'époque. Les gens voyaient, les gens du village ou d'autres personnes nous voyaient, regardez donc, Romain Conti. Et maintenant, combien de viticulteurs ont des tables de tri? Ouais, voilà. Ça, c'est important. Et puis, la date de vendange, pour moi, c'est toujours attendre le maximum. Le maximum. Ça, Alors je vais, c'est toujours à la limite de la catastrophe. C'est d'aller vraiment au maximum. C'est là qu'on obtient toute la quintessence, la richesse du vin. C'est dans le risque. J'ai toujours dit que c'était dans le risque qu'on obtient les plus beaux vins, les plus belles choses. Ouais. Alors avant de faire le petit mot de clôture, je vous donne juste le programme des prochaines rencontres. Donc on se verra le 3 décembre, je vous dis, autour des vins du monde avec Pierre Villapaléja. Le 17 décembre avec Cyril Tota sur le toucher du vin. Le 14 janvier avec Romain Eltis sur l'Alsace, donc l'Alsace dans les yeux d'un meilleur sommet de France. Et le programme, parce qu'on a déjà travaillé jusqu'au mois de mars, on aura une magnifique rencontre 26 janvier avec Bruno Quenu, donc autour du pourquoi le vin est-il si mystique. Le 11 février, on recevra Thierry Germain, un immense vigneron aussi que j'ai connu en 91 à Saumur-Champigny, qui fait des vins d'une grande pureté domaine des Roches-Neuves. Donc ce sera la révolution de la Loire. On aura le 25 février la, donc la rencontre avec Christine et Emma Vernet, donc du domaine Georges Vernet à Condrieu, assez extraordinaire. Et le 9 mars, une petite surprise. On ne sera pas quelqu'un du vin. Ça sera un monsieur qui est un grand écrivain des huiles essentielles et qui a énormément travaillé en biodynamique, qui s'appelle Christian Escriva. C'est un grand monsieur. Il a écrit un magnifique livre qui s'appelle La rencontre avec les plantes. Et voilà, c'est un immense personnage. Un immense personnage du vin. Donc, je sais que certains d'entre vous, on va se retrouver samedi puisque vous êtes inscrits sur la formation spéciale confinement en ligne. Donc, je passerai vous faire un petit coucou samedi pendant la formation. Donc, vous avez dû recevoir vos petites bouteilles de vin, dégustation donc de la revue des vins de France Académie, puisqu'on se retrouvera donc sur les formations du niveau 1, niveau 2 qui sont disponibles à distance depuis quelques semaines. Voilà, je vais laisser un petit mot de la fin à Bernard. Moi, Bernard, je vous dis un immense merci parce que vous faites partie, moi dans mon parcours du vin, il y a des personnes qui m'ont marqué. Et en fait, moi, la première personne qui m'a parlé de vous, c'était Marcel Lapierre et Jean-Claude Chanudet, deux grands vignerons du Beaujolais qui venaient chercher à l'époque de votre père et ensuite à votre époque les fûts. Les fûts venaient récupérer des fûts réformés du domaine pour les amener à Morgon et ils m'ont toujours dit on se débrouillait toujours alors avec tout le respect pour votre papa, hein, on se débrouillait toujours pour venir avec des charmantes jeunes filles, ce qui nous permettait d'avoir des bons moments dans la cave. Tout à fait, tout à fait. C'est ça Donc, qui est bien important. tout. Des moments de partage et d'émotion. C'est ça qu'il faut partager. C'est ça qui est important. Il y a des questions, bien sûr, oui, vous pourrez, le webinaire sera enregistré, je le partagerai à tous les participants en replay, je vous l'enverrai Bernard aussi. Un petit mot de la fin, Bernard? Eh bien, ma foi, je vous souhaite tous plein de bonnes choses et surtout prenez bien soin de vous avec un bon verre de vin.
voilà, et des bonnes personnes autour de soi, Ouais, aussi, sensibilité, car il y a beaucoup de choses à dire. et Bernard, encore un grand merci. Et puis moi, ce que je dirais, c'est ce qui est très touchant, c'est que vous avez, voilà, je vais être un peu, je vais être très honnête, vous avez vinifié un des vins les plus mythiques du monde, mais vous avez une humilité, une sincérité, une sobriété de mots et de Ouais, paroles. Et je crois que les grands vins, c'est un peu toujours ça, c'est vraiment la sobriété. Et en fait, c'est la présence, l'énergie de la présence qui fait que les choses se font. Et tout il à n'y a fait. pas besoin d'être démonstratif, il faut être juste, il faut être sobre. Voilà. Dans Ah, dans tout ce que j'ai fait, il y a eu beaucoup, c'est comme je dis toujours, de l'empirisme, quoi. Moi, je n'ai jamais été un scientifique, hein, je ne suis pas un scientifique. De l'empirisme et beaucoup d'humilité. Voilà, c'est vraiment les deux mots qui, pour moi. en tout cas, vous avez plein de remerciements dans le chat et puis tous les gens sont vraiment ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. Eh bien, tant mieux, c'était un plaisir partagé. Merci Bernard, merci, bonsoir à tout le monde. On se retrouve dans 15 jours. On se retrouve samedi pour ceux qui sont inscrits sur la formation. Et je vous embrasse tous, vous prenez bien soin de vous, vous faites attention à… Voilà. Et si vous buvez du vin, du bon vin, du grand vin, en général, le cœur et l'âme est légère. Les vibrations sont bonnes, donc tout ça, ça devrait faire que le Covid se tiendra loin de vous. Voilà. Voilà, tout à fait. L'émotion, Merci, l'émotionnel. merci à vous Important. tous et soyez dans la paix et dans la joie. À bientôt. Très Au bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Au plaisir. Au plaisir Bernard, merci. Il Merci faut pour ce beaucoup temps. de choses à dire.